Sur la première, le journal du matin, 7h36, elle vole de record en record. Les bourses occidentales, vendredi dernier, le Nasdaq a même surpassé son plus haut. C'était en l'an 2000, il y a 15 ans, avant l'éclatement de la bulle Internet. Et puis en Europe, les indices des principales places financières ont gagné plus de 20% depuis le début 2015, en 3 mois, 4 mois seulement. À croire que la crise financière de 2008 n'est plus qu'un mauvais souvenir. Mais néanmoins, beaucoup s'inquiètent de cette fièvre boursière. À commencer par vous, Aldo Chorneau. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes historien économique, aussi ancien banquier. Vous publiez un livre qui annonce d'ailleurs la couleur. C'est les dessous de l'empire du mal. Tout est dit dans le titre, Aldo Chorneau. Vous êtes avec nous jusqu'à 8h pour parler de cet envol des bourses. Alors pour vous, clairement, cette euphorie qui règne sur les marchés boursiers est tout à fait artificielle. Expliquez-nous. Alors, c'est une euphorie qui est beaucoup moins forte que celle qu'on a vécue au début, lors de l'éclatement de la bulle Internet, parce que là, le grand public était dans les marchés, ce qui est beaucoup moins le cas aujourd'hui. Il faut faire la différence. C'est pas pour rien qu'on a des marchés qui sont à première vue moins chers, entre guillemets, en termes financiers qu'à l'époque. Le phénomène est dû essentiellement à la structure de l'ensemble du système financier, libéralisé et dérégulé globalement, et à l'injection des liquidités massives des banques centrales, d'une part dans le système bancaire et financier. Ces excès de liquidités cherchent à se placer, et l'un des seuls endroits où on peut le faire actuellement, avec un rendement entre guillemets raisonnable, ce sont les actions, voire les matières premières. Un peu moins plutôt les actions depuis 2 ans. Et deuxièmement, le phénomène est amplifié parce que les banques centrales elles-mêmes, piégées par le propre politique monétaire d'argent gratuit et de répression financière, il n'y a plus de rendement possible en dehors en fait des dividendes boursiers. Les banques centrales elles-mêmes, depuis 2012, achètent pour des montants records directement des actions pour leur propre compte. Donc elles sont prises au piège, les banques centrales, c'est ça que vous nous dites ? Elles se sont piégées elles-mêmes en quelque sorte, et maintenant c'est en fait un phénomène de fuite en avant. Oui. Qui est conséquent en fait à la politique monétaire suite au sauvetage bancaire, puisqu'on a une politique monétaire d'argent gratuit depuis bientôt 20 ans maintenant. C'était déjà responsable pour la bulle Internet, mais cette politique en fait s'est accentuée et globalisée de façon extraordinaire. L'explosion des bilans des banques centrales depuis la crise de 2008, ils ont décuplé littéralement, quadruplé, quintuplé pour les grandes, démontrent effectivement que ces injections de liquidités cherchent un placement. Ce placement, c'est pas dans l'économie et dans les crédits, c'est clairement dans les instruments financiers, notamment les actions, et les banques centrales elles-mêmes popularisent plus avant ces investissements en étant eux-mêmes actuellement parmi les plus gros acheteurs du marché. Ouais, alors tout le monde se rue sur les actions parce que comme ça, il n'y a pas beaucoup de prise de risque, en fait, c'est ça. Et en général, tout ce qui est artificiel dans ce domaine ne dure pas longtemps. Aldo Chorneau. C'est vrai. Ouais. Donc, je vous pose la question. Il y a 7 ans, la crise éclatait. Il y a 15 ans ou 14, la bulle Internet, comme on l'appelait à l'époque, éclatait. Est-ce que ça va nous éclater à la figure? Et si oui, quand? Alors, question très difficile. Il est dangereux de faire des prophéties, entre guillemets. Le prix Nobel d'économie Paul Samuelson l'a dit déjà en 1968, lors du précédent sommet d'une longue expansion boursière, celle d'après la Deuxième Guerre mondiale. Il a dit, la seule chose qui est certaine avec les actions, c'est que leurs prix vont fluctuer. Alors, il est garanti que ces prix, qui ont fluctué fortement à la hausse, pour les raisons qu'on a dites, vont aussi fluctuer probablement assez fortement à la baisse. Une troisième fois, je m'en explique, un cycle boursier peut se décomposer en tendance de structure du long terme, soit à la hausse, soit en phase de tendance et de contraction de structure à long terme. On en a vécu une dans les années 30, de contraction, on a vécu une dans les années 70, qui a duré aussi une douzaine d'années. On vit depuis 2000 une troisième. Depuis le début du XXe siècle, et depuis qu'on a des indices boursiers en fait fiables à notre disposition, normalement, ces phases structurelles se décomposent en 3 fortes baisses.
On n'en a connu que 2, donc logiquement on devrait en attendre une 3e. Oui, donc est-ce qu'un nouveau krach boursier est à redouter dans les prochaines années? On peut poser la question plus... Il est fort possible, disons, je ne dis pas maintenant qu'il est certain, je dis c'est le risque justement. Avec cette politique monétaire, cette fuite en avant, pour maintenir en état le système financier et économique tel qu'il est, le risque c'est bien de voir une nouvelle fois un krach boursier avec une rapide baisse de l'ordre de 40 à 50%. Est-ce que vous n'êtes pas un peu trop alarmiste quand même dans votre constat, parce qu'on a obligé les banques depuis la crise à renforcer leurs fonds propres, elles l'ont fait, la reprise est bien engagée outre-Atlantique, semble se dessiner aussi un peu en Europe, les places financières qui gagnent plus de 20%. Est-ce que vous faites pas un peu preuve de trop d'alarmisme là? Alors c'est toujours l'histoire du verre à moitié vide et du verre à moitié plein. Vous situeriez pas plutôt dans la première catégorie, Aldo Chorneau? Non, j'essaie justement de ne pas être alarmiste. J'essaie tout simplement de démontrer dans mes interventions et dans mon livre que si on ne réforme pas le système et si on maintient la fuite en avant qu'on est en train de vivre depuis 2008, en fait, on augmente les risques systémiques qu'on était censé combattre. C'est tout. Oui. Les solutions existent parfaitement. Ce krach final, entre guillemets, dont beaucoup de personnes parlent, effondrement du système, etc., n'est absolument pas une nécessité. C'est absolument pas ce que je projette. Bien au contraire, les moyens d'intervention et de réforme, autant au niveau financier qu'économique que des structures fiscales, sont liés et on doit agir à ce niveau-là pour éviter justement une nouvelle implosion d'une bulle financière, qu'elle soit maintenant du côté de la bourse ou des dérivés financiers, où on continue à spéculer exactement comme sur les subprimes à l'époque. Oui, alors ces moyens d'éviter ou d'anticiper une nouvelle crise, quels sont-ils? Je vous les soumets et vous me direz oui ou non. Il y a 7 ans et même un peu avant, on parlait de séparer les banques de dépôt de banques d'investissement, taxer les transactions financières. Est-ce que ce sont toujours les mêmes recettes que vous seriez partant pour appliquer maintenant? Absolument. Il me semble que le débat a été réduire finalement la taille des grandes banques dominantes, une vingtaine à travers le monde, on connaît tous les noms. Donc séparer strictement les activités de dépôt et de crédit des activités d'intermédiation financière est une solution qui réduit tout à la fois la taille des bilans et le risque systémique, mais qui freine aussi une mentalité, entre guillemets, et une approche économique de maximisation de profit par la spéculation et les fusions et acquisitions. Ceci est une évidence. Oui, mais toutes les banques ne l'ont pas fait. Non, bien entendu que non. Certaines banques sont en train de faire, comme la Deutsche Bank volontairement. Elle a acheté Postbank et 14 millions de comptes privés d'épargne en 2008. Maintenant, elle veut s'en débarrasser parce que c'est pas assez rentable. Oui. Donc, on reste dans la même logique de maximisation des profits. Et c'est là que finalement, l'interrogation doit se poser. C'est ce que je voulais vous dire, parce qu'au fond, vous appliqueriez les mêmes recettes qui étaient prônées à l'époque de la crise de 2008. Au fond, ces recettes, on ne les a que peu ou pas appliquées. Qu'est-ce qui vous fait croire que maintenant, que les mentalités, que les pratiques ont changé? Ce serait à moi de vous dire, pour le coup, moi je ne suis pas très optimiste, et vous? Non, malheureusement, on constate bien auprès des autorités politiques et économiques qu'il y a une volonté de continuité dans les théories économiques, morales, néolibérales qui ont amené la crise. On a agi dans l'urgence avec des recettes contraires au néolibéralisme, qui sont d'inspiration keynésienne et socialiste, mais on considère que c'est un mal nécessaire du court terme, qui ne doit servir qu'à continuer comme avant, justement une fuite en avant. Donc on a appelé pour persister et signer. Voilà, on a appliqué un peu de keynésianisme dans l'urgence pour sauver ce qui pouvait être à l'époque, et maintenant que tout va mieux, on réapplique les bonnes vieilles méthodes néolibérales, c'est ça que vous nous dites? On se dit... Le risque systémique, entre guillemets, est maîtrisé. Oui. Les banques, finalement, vont mieux. Peu à peu, comme vous l'avez dit vous-même, l'économie se relève, la croissance revient. Et c'est bel et bien ce qu'on nous avait dit en 2000... par quoi on justifie l'absence de réforme. La croissance est la seule stratégie de sortie, autant pour la surextension des bilans des banques centrales que pour l'endettement des États. La réponse a toujours été la même. Quelle est votre stratégie de sortie, de normalisation de la situation? C'est la croissance économique qui va tout arranger. Pour obtenir cette croissance économique, on doit injecter de l'argent dans l'économie, créer de l'argent avec de l'air, partant de rien, et... il est vrai, le peu qu'on a fait en termes de transactions financières, taxation par exemple, ce qu'a proposé l'Union européenne ne rapporte pas un sou. Londres ne participe pas et les États-Unis contestent absolument son bien fondé. Donc, les échappatoires restent ouverts. La même chose au niveau de la réforme fiscale globale. On n'a pas vraiment avancé autrement que la chasse à l'évasion fiscale, si on veut.
on devrait beaucoup plus fortement mettre en doute les instruments légaux d'optimisation fiscale, notamment des multinationales. Donc il y a un ensemble de réformes à faire qui vont des marchés financiers, des structures économiques en tant que telles, jusqu'à la fiscalité pour redonner une assise beaucoup plus valable et fiable à l'économie dans l'ensemble, notamment monétaire. Maintenant, il y a des alternatives qui sont possibles, puisqu'on refuse de réformer le système financier. Ce que vous avez dit, les règles prudentielles, plus de fonds propres qui sont exigés. Les nouvelles règles de Bâle III exigent 7% de fonds propres pour les crédits au lieu de 4%. C'est un leurre, puisque les banques créent dans leur bilan le passif sur la base duquel elles octroient des crédits. C'est une simple écriture comptable. Il y a l'initiative Monnaie Pleine qui est en cours en Suisse pour récolter des signatures, qui cherche à obtenir en fait cette séparation, cette réduction des bilans bancaires, et en rendant aux souverains, à l'État et au peuple le contrôle sur la création monétaire au lieu de le laisser en main des banques privées comme actuellement et qui obtiendrait le même effet, qui produirait le même effet de réduction du risque systémique et des bilans puisque l'argent scriptural, les dépôts, les crédits qui sont dans les bilans bancaires, tout l'argent scriptural ne serait créé que par la Banque centrale et déposé dans des unités séparées des bilans bancaires. Donc il y a d'autres moyens d'arriver en fait à cette réduction qu'on nous avait promis et qu'on n'a pas entreprise des tailles des banques et de leurs bilans, puisque les bilans bancaires, sauf pour UBS et Crédit Suisse, partout dans le monde, ont continué à grandir. Ouais, mais est-ce qu'on peut vraiment faire confiance aux organismes bancaires là est-ce que leur travail n'est pas justement de toujours essayer de contourner ce qui peut l'être là, c'est très bien, une nouvelle loi pour avoir des écritures comptables tout à fait transparentes. Est-ce qu'au fond, le système ne va pas pouvoir être contourné aussi facilement qu'avant? Est-ce qu'on rêve pas un peu là, Aldo Chorneau? Avec une initiative Monnaie Pleine, c'est la Banque centrale seule qui crée de la monnaie scripturale, qui serait en même temps moyen de paiement légal. La Banque nationale est sous le contrôle direct du gouvernement et du Parlement et ne peut pas tricher comme une banque privée, tricher entre guillemets. Alors que les règles, notamment en finance, soient toujours mises en place pour qu'on trouve aussitôt un moyen pour les contourner, ça, c'est une évidence. C'est pas pour rien qu'il faut à ce niveau-là un véritable changement de mentalité, un changement culturel en profondeur, et qui ne s'obtiendra que dans la longue durée. En un premier temps, il faut quand même imposer par la législation et accompagner ce changement de culture dans la longue durée. Et vous le voyez venir, ce changement de législation en Suisse, pour commencer? Vous sentez les politiques prêts, conscients? Parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de discours, hein. On a entendu beaucoup de discours, beaucoup se sont profilés là-dessus. Là, on est en période d'élection fédérale. Moi, j'entends pas grand-chose qui concerne les banques, et vous, peut-être un peu plus, je non, sais pas. Absolument pas. On n'en parle pas. Alors, où est l'espoir, là? L'espoir, c'est finalement l'attitude et le comportement et la réflexion de chacun. Oui, c'est ça. Nous sommes en démocratie, c'est de la base des citoyens, de leur réflexion, de leur action que peut et doit venir le changement, notamment dans un régime de démocratie directe comme le nôtre. Est-ce que ce capitalisme à visage humain que beaucoup appellent depuis longtemps, est-ce que ça reste pas une utopie, ça, Aldo Chorneau? Question un peu vaste, je m'en excuse, mais enfin, alors, elle vous fait sourire en tout cas. Le capitalisme à visage humain n'était pas du tout une illusion ou une utopie durant les années de l'après-guerre. Durant les années 50, 60 et jusque dans les années 70, jusqu'à l'avènement de l'ère néolibérale, si j'ose dire, les inégalités se sont fortement réduites, autant de fortune que de revenus. Les statistiques le prouvent. Elles ont de nouveau explosé depuis 20 ans, au point que l'OSCD a constaté dans un rapport de 2014 qu'elles n'ont jamais été aussi importantes depuis 200 ans. Le capitalisme à visage humain a existé tant qu'on avait face à nous un régime concurrent, l'Union soviétique, etc., l'utopie communiste, entre guillemets, qui obligeait notre propre système à une certaine retenue. Il y a une certaine retenue par rivalité, pour bien démontrer qu'il était supérieur au système rival. Et tout s'est effondré il y a 25 ans. Ça a commencé avec Thatcher et Reagan dans les années 70. Ça a commencé avec Nixon au début des années 70, qui a découplé la parité, qui a découpé l'or du dollar. On va pas refaire l'histoire. Au niveau monétaire, on a aboli la convertibilité et le lien avec l'or après la Deuxième Guerre mondiale, déjà durant la Grande Dépression. Le dollar était en remplacement de l'or, l'ancrage du système monétaire international et global. Et c'est vrai, à ce niveau-là, aussi, le retour à un régime de taux de change fixe ferait beaucoup de sens, tout comme un nouvel ancrage de la monnaie dans l'or, d'une façon directe ou indirecte,
pour une nouvelle fois réduire les velléités de spéculation et de manipulation, notamment des marchés de devises, comme cela a été démontré après le scandale du Libor. On a le scandale de la manipulation par les grandes mégabanques des taux de change dans le marché des devises. Donc il est vrai, une nouvelle fois, les choses se tiennent dans un ensemble. On ne peut pas dire réformer que le secteur bancaire et ne rien faire quant au reste. C'est l'ensemble de l'économie et l'ensemble de l'architecture financière qui doit être repensée et réformée dans ce sens-là. Alors vous avez parlé des matières premières, vous avez évoqué ça, Aldo Chorneau, au début de l'entretien. La Suisse, on le sait, est un des leaders dans le négoce des matières premières. Ouais. Patrick Chaboudet, c'est un secteur qui pourrait faire preuve d'un tout petit peu plus de transparence, paraît-il. Oui, c'est vrai que transparence est un mot qui a été longtemps tabou dans le secteur, mais nous dit la Berner Zeitung, quelque chose d'étonnant s'est produit la semaine dernière à Genève lors d'une rencontre des principaux acteurs du secteur. Certains se sont dit prêts à lever un peu le voile, à l'image de Trafigura, basé à Genève, 3e négociant mondial de pétrole, qui va dévoiler ses comptes. Un programme de divulgation des paiements que d'autres firmes pourraient suivre. Un des objectifs de cette stratégie d'ouverture, note le quotidien, est de corriger l'image plutôt négative du secteur. Mais il faut saisir cette opportunité, ce geste conciliant, et la Suisse ne devrait pas cette fois laisser passer le train et être à la traîne de l'Union européenne en matière de transparence. D'accord avec ça, Aldo Chorneau ? Tout à fait, il faut de la transparence. Ça vaut d'ailleurs pour l'ensemble des marchés financiers. Plus qu'on a de transparence, moins qu'on a velléité ou possibilité de contourner les lois, comme vous l'avez constaté avant. Donc le marché des matières premières est parlant en soi. Juste, prenons le marché du blé. 90% des volumes traités de cette matière première sont dus essentiellement à la demande d'investissement, à la spéculation financière. Il n'y a plus que 10% des volumes qui dépendent d'un véritable besoin commercial. C'est la tare des marchés à terme et des marchés des dérivés financiers qui à l'origine sont des contrats d'assurance, mais dont l'idée est détournée dans la spéculation pure. Il est évident que la transparence sous-entend aussi que ces marchés soient d'abord réglementés sur des plateformes où les transactions sont reportées avec les bénéficiaires économiques à la clé, et que d'autre part, on interdise absolument, notamment pour les produits agricoles et d'autres matières premières, des spéculations à nu, c'est-à-dire de la prise de position sans aucun besoin commercial ou aucune position sous-jacente, qu'elle soit commerciale ou d'investissement. Qu'un agriculteur ou un pétrolier vende à terme sa production, heureusement que c'est possible. Oui. Ça réduit les risques. C'est ce qui le fait vivre aussi. Hein. Absolument. Oui. Mais spéculer en revanche, sur des fonds d'investissement ou des institutions, même des fonds de pension, utilisent ces marchés à des simples fins de spéculation à la hausse ou à la baisse, cela est effectivement une tare dans le système qui le fausse. Et ça, faudrait l'interdire, clairement. Absolument. Ouais. Ça fait partie du catalogue que je propose, interdire absolument les transactions pour compte propre, les transactions à nu sur les marchés des matières premières et des dérivés, et de façon générale, la déclaration des bénéficiaires économiques ultimes d'une transaction financière, quelle qu'elle soit. C'est notamment une réponse au franc fort, et on est avec vous. Georges Popp, l'État de Vaud a annoncé hier la création d'un fonds de soutien à l'industrie de 17,5 millions de francs. Oui, sujet que nous avons largement développé, naturellement. Sujet repris ce matin par une partie de la presse. C'est le cas du Courrier qui en fait sa une. C'est le cas aussi, évidemment, de 24 heures qui constate que dans le canton de Vaud, un ministre libéral de l'économie peut s'épanouir, même dans un gouvernement où la gauche détient la majorité. Le PLR Philippe Lebas en a fait la démonstration hier en présentant son fonds de soutien, qui est une première cantonale en Suisse pour aider les entreprises en manque de liquidité, pour autant que le Grand Conseil l'accepte encore. Le syndicat UNIA revendique d'ailleurs la paternité de cette idée. Voilà, tout cela est une réponse au franc fort. C'était au mois de janvier, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 3 mois, la fin de ce taux plancher, Aldo Chorneau. C'était une bonne décision de la part de la BNS. Bon, M. Jordan a à mes yeux commis une erreur. Le patron de la BNS, oui. Tout à fait, il a commis une erreur. Quand on affirme pendant 3 ans qu'on défendra contre vent et marée le franc ou le taux plancher, il est évident, il a manifestement un peu paniqué et pris ses pertes à temps, constatant bien que le processus allait faire exploser les réserves de change et le bilan de la BNS plus avant, donc il a décidé de mettre fin à l'expérience, ce qui ne parle pas en faveur de la crédibilité de la BNS non plus, il faut le dire clairement. Hein. Et de M. Jordan plus personnellement, vous iriez jusque-là ? Il a grandi au sein de la BNS, c'est un grand technicien en fait des questions qui relèvent de la Banque centrale et de la gestion monétaire, mais il me semble que là, au niveau
non pas forcément de la politique monétaire, mais au niveau maintenant de la politique économique dans son ensemble. Il a effectivement commis une erreur de gestion en abolissant, sans crier gare et sans préparer les marchés, le taux plancher. Sans crier gare, de toute façon, il n'aurait pas pu le dire, ça c'est clair, non? Si, vous êtes parfaitement libre. La Fed américaine le fait systématiquement, la BNS l'a fait aussi. Elle a dit, nous maintiendrons contre vent et marée, pour une durée indéterminée, le taux plancher. Il aurait dû communiquer mieux. Il aurait pu le communiquer mieux, comme la Fed américaine communique tous les mois à la presse ses intentions de politique monétaire, bien entendu. On part du côté de l'Afrique de nouveau avec vous. Georges Pop, dans son nouvel ouvrage, le chercheur africain Yash Tandon, je ne sais pas si je prononce bien, ou Tandon, pourfend le mythe du libre-échange. Tiens, ça nous ramène à la discussion aussi qu'on a entamée il y a un quart d'heure. À la mondialisation néolibérale, l'Ougandais propose et oppose l'intégration africaine. Oui, compte rendu dans le Courrier, dans Le commerce, c'est la guerre, préfacé par Jean Ziegler et publié en français par le Centre Europe Tiers-Monde à Genève. Le chercheur et militant ougandais raconte notamment comment il a réussi à faire échec à l'accord de partenariat économique entre l'Union européenne et 5 États est-africains, car selon lui, le commerce, selon l'OMC, ce n'est pas une guerre menée avec des armes, mais elle tue. Le soi-disant libre-échange a obligé les pays du Sud à ouvrir leur marché à la compétition internationale. Conséquence, les pays africains se désindustrialisent, l'agriculture souffre, des millions de personnes perdent leurs moyens de subsistance. Exemple, lorsque les États-Unis décident de subventionner leur propre production de coton, le coton américain inonde le marché mondial à un prix qui ne couvre pas les coûts de production et 2 à 3 millions de petits paysans ouest-africains font faillite, beaucoup sont morts. Il faudrait être d'accord avec ça là aussi. Il faudrait s'opposer à ces accords de libre-échange. Du moins, les structurer différemment. Le libre-échange en tant que tel n'est pas forcément un mal. Il peut aussi être générateur de facteurs positifs de croissance, malheureusement, avec une doctrine néolibérale qui sous-tend ce libre-échange, et non pas un capitalisme à visage humain de nature keynésienne, par exemple. Il est clair, c'est une guerre commerciale que les pays développés mènent contre leurs propres concurrents, et surtout contre les concurrents plus faibles qui sont dans les pays du Sud. Donc il faudrait faire quoi avec l'Afrique? Un accord de libre-échange, certes, mais mieux encadré? Un accord de libre-échange déjà qui est équitable, qui est honnête, qui répond aux exigences de la justice transactionnelle, où chacun s'engage librement et en pleine connaissance de cause, où tout le monde dispose des mêmes informations. Le cas de l'agriculture, le coton est un cas. Regardez, l'agriculture en Amérique du Sud est de plus en plus orientée sur les monocultures de soja pour nourrir notre bétail ou le bétail d'élevage et pour les biocarburants. L'agriculture en Afrique occidentale est largement démantelée entre-temps grâce aux importations de produits alimentaires lourdement subventionnés, notamment de l'Union européenne. On mange la baguette au Sénégal au lieu du manioc maintenant. Il est clair, ça crée des déséquilibres, ça détruit sur place l'agriculture de subsistance et locale et les emplois dérivés locaux qui sont liés à ces activités. Alors un dernier sujet, j'imagine que là vous serez d'accord avec ce constat, c'est Patrick Chaboudet qui a lu ça dans la presse alémanique, une formation professionnelle est l'instrument le plus efficace pour lutter contre la pauvreté, prévenir en partie la vague des réfugiés qu'on connaît. Oui, en tout cas c'est le constat de l'ancien conseiller national socialiste Rudolf Stram dans le Tagesanzeiger. Il y a en Afrique, dit-il, des centaines de milliers d'universitaires qui n'ont pas de travail en dépit de leur formation, mais on ne trouve que trop peu d'électriciens, de mécaniciens, de plombiers qui maîtrisent les techniques les plus récentes. La politique de développement a oublié, selon lui, que l'intégration des jeunes dans le marché du travail est un facteur déterminant dans la stabilisation des sociétés et pour freiner à plus long terme l'immigration. Exemple concret, il y a 3 ans, la Suisse a signé un accord avec la Tunisie qui prévoit notamment une aide à l'apprentissage des jeunes Tunisiens. Projet pilote plutôt concluant, selon Rudolf Stram. 80% des jeunes qui ont suivi une formation de 3 mois ont trouvé un emploi stable. Moins d'universitaires, mais plus de métiers techniques. Je crois que ça vaut surtout pour les pays en voie de développement. Oui, c'est de ça qu'il s'agit, effectivement. Ouais. Il me semble que c'est une idée frappée du coin du bon sens. Il est évident qu'un métier artisanal permet de vivre beaucoup mieux qu'un métier, entre guillemets, universitaire. Ouais. C'est l'avantage du système de formation duale suisse. Et c'est vrai, c'est un article d'exportation, à mon avis, pas seulement pour les pays en voie de développement. C'est un moyen efficace pour créer d'un côté des emplois locaux, et de permettre à chacun, dans les métiers artisanaux, d'être relativement indépendant. On manque tellement d'artisans entre-temps, même en Europe. Je vais vous surprendre. En 2010, 5 secondes, on est déjà beaucoup en retard. En 2010, le métier le mieux payé à Londres était celui de plombier.
Et non pas de traders ou de banquiers d'investissement. Voilà, tout est dit. On en revient à l'économie réelle. Voilà. Merci Aldo Chorneau, historien économique. Les dessous de l'empire du mal, vous nous les avez détaillés au cours de ces 20 dernières minutes. Bonne journée. Merci, bonne journée. C'est aussi le titre de votre dernier ouvrage.